La team, je vais vous présenter la vidéo de Oumar Cheikh Keïta qui nous parle ici des tentatives de coup d'État aujourd'hui contre le Sénégal, contre le Tchad, contre plusieurs pays. On parle même du Bénin, on parle du Togo. Des pays aujourd'hui qui ont clairement démontré qu'elles ne voulaient plus s'aligner à tout ce que les autres pays disent oui. Vous savez, quand la France demande quelque chose, beaucoup de pays africains disent oui, nous sommes d'accord ou alors pas du tout. Mais ici, il y a beaucoup d'autres pays qui ont décidé de dire non, on ne va plus s'aligner, on va décider de nous-mêmes et faire ce que nous voulons. Et du coup, il y a donc les pays qui, même s'ils ne sont pas encore dans l'AES, ont décidé de ne pas sanctionner l'AES. Il y a aujourd'hui le Sénégal, il y a le Tchad, il y a le Bénin, il y a le Togo. Ces quatre pays-là ne veulent plus se comporter comme au départ. Vous savez que même Patrice Talon au départ voulait seulement les sanctions. Mais il a décidé de revoir sa manière de s'exprimer sur la situation géopolitique dans le Sahel. Et ceci énerve les colons. Et pourtant, le président Ibrahim Traoré dit qu'on se bat aujourd'hui contre la colonisation. Et il n'y a pas d'autre solution. Il faut se battre à fond sans avoir pitié. Il faut donc savoir que Diomaye Faye aujourd'hui, nous avons la certitude que son excellence, monsieur le président Diomaye Faye, est le bon. Il n'a donc pas trahi Ousmane Sonko jusqu'ici et il ne le trahira certainement pas. Vu la façon dont ils sont en train d'avancer dans leur gouvernance, nous pensons que beaucoup de choses vont se passer. Vous savez, Macky Sall a laissé un pays complètement émietté à Bassirou Diomaye Faye. Parce que le pays est endetté, il y a tellement de problèmes à régler. Mais nous pouvons les faire confiance. Que ce soit Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, vous pouvez être sûr que tout va bien se passer. Mais avec les décisions qui sont prises aujourd'hui par ce gouvernement-là, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques de tentation de coup d'État pour vouloir les déstabiliser parce que vous savez très bien que toutes les décisions qui seront prises par ceux-ci vont faire à ce que, bien évidemment, la France perde son pied, mais de manière totale. Moi, ce que je veux dire, j'ai envie de dire à tous ces pays qui se révoltent aujourd'hui que si jamais la France décide d'attaquer un pays, peu importe la manière, vous devez vous mettre tous ensemble pour aider ce pays à se défendre. Si chacun veut jouer solo, comme nos parents ont fait, comme nos ancêtres ont fait, c'est sûr que vous allez perdre. Mais si vous êtes tous ensemble, vous ne pourriez pas perdre. Pourquoi vous pensez que le Niger n'a pas été attaqué? Le Niger n'a pas été attaqué parce que bien évidemment, au moment où le Niger a failli être attaqué, beaucoup de pays se sont levés et ils ont dit non. Parmi ces pays, nous avons deux qui se sont le plus affirmés, c'est le Mali et le Burkina, qui ont clairement dit si vous attaquez ce pays, alors vous nous avez attaqué aussi, on va entrer en guerre avec vous. Mais il y a aussi des pays comme l'Algérie qui ont dit je ne suis pas d'accord, je refuse de participer à cette forfaiture. Il y a tellement de pays, même en Afrique centrale, même beaucoup de commissions, même européennes et américaines, qui ont dit ça va un peu très fort, d'aller attaquer un pays, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays qui en bas, même si c'était dans la CEDEAO, en bas ne voulait pas se prononcer. Parmi les pays qui sont prononcés, nous avons eu le président de la République de Côte d'Ivoire, on peut même pas dire que ce sont les Ivoiriens, mais c'est son président qui s'est présenté, et comme il représente tout le pays, bah, lui aussi. Et nous avons eu le Sénégal, donc Macky Sall, nous avons eu les Patrice Talon, nous avons eu le président Tinubu. Mais le président Tinubu, lui, il a vite compris qu'il ne pouvait pas, car là-bas, ce n'est pas les pays francophones, il faut respecter les décisions de l'Assemblée nationale, du Parlement et tout, donc il ne pouvait absolument pas. Mais aujourd'hui, tout a été fait pour que cette guerre ne puisse pas avoir lieu, justement parce que les pays se sont affirmés et ont dit si vous les attaquez, vous allez nous attaquer aussi. Donc, si vous voulez vous battre pour le véritable changement, il va falloir vous entraider. Si jamais un pays veut déstabiliser l'autre, il va falloir vraiment prendre ses responsabilités et défendre le pays. Mais il y a sur les gens qui disent que non, nous ne sommes pas tous attaqués par les terroristes, nous ne sommes pas tous dans le Sahel, nous ne vivons pas les mêmes réalités. Non, on vit les mêmes réalités, même si on n'est pas tous dans le Sahel. La team, écoutons cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta et dites-moi ensuite ce que vous pensez. C'est simple. Je vais revenir ici, j'espère que je n'ai pas perdu. Mais avant de vous faire écouter, avant d'aller en avant, je vais vous amener à écouter ceci. Alors voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, 15, 40 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Écoutez, hein? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris
le langage de l'intérieur. Le sage Félix Houphouët-Boigny, on peut dire que à un moment donné, on n'a pas apprécié, c'est un être humain. Dieu lui-même, créateur des cieux et de la terre, est incontesté. Il ne fait pas l'unanimité au sein même de sa création, au sein même de ses créatures, au sein des humains. Des humains créés et façonnés par l'Éternel ne reconnaissent pas la gloire de Dieu dans leur vie. Ils contestent l'état d'être. Souvent, j'entends les gens dire que Dieu existe et Dieu existe. Non, non. Dieu n'existe pas. C'est un langage erroné. C'est un abus de langage. Désormais, ne dites jamais Dieu existe. Parce que ce qui existe a un commencement et une fin. Mais ce qui est n'a ni commencement ni fin. Dieu n'existe pas, mais Dieu est. C'est la différence. Même mon champion Laurent Gbagbo dit Dieu existe. Dieu n'existe pas, Dieu est. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. L'existence débute quelque part et prend fin quelque part. Donc, Dieu n'existe pas. Ne le dites plus. C'est un lapsus, c'est une erreur de langage. Dieu est. Pour les croyants, ceux qui ne croient pas, je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui croient comme moi. Voilà. Alors, Houphouët ne fait pas l'unanimité. Il y a des choses que j'apprécie en lui. Il y a des choses que j'ai contestées. Mais il reste ma source d'inspiration première. C'est lui qui m'a amené dans la politique. Je dirais plutôt, Dieu l'a utilisé. Il y a eu un créneau et il a façonné ma façon de voir. Depuis la classe de 4e, 5e, 4e, en 3e, je vous ai raconté déjà cette histoire où la directrice de mon école m'a incité. C'est là, cette phrase, je ne vais jamais l'oublier. Elle dit, Keïta, ou tu fais la politique ou tu subis la politique. Alors j'ai décidé de ne pas subir la politique. Les autres ne décideront pas pour moi. S'ils décident, c'est que je suis d'accord avec eux. Donc je m'engage dans la politique. Voilà comment elle m'a dit, sois le président de quoi? C'était MEICI. Voilà, MEICI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à l'époque. J'ai été aussi président du club de philo à l'époque en terminale. Ça, c'était au lycée Morin de Bondoukou. Donc, voilà comment je suis venu dans la politique. C'est lui que Dieu a utilisé pour façonner ma vision. Et la directrice de mon école a été le déclencheur. Ensuite, j'ai commencé à m'assumer jusqu'à la date d'aujourd'hui. On va continuer à l'écouter. Il va de la survie de l'Europe. Oh! Il a lâché la bombe. C'est pourquoi je suis étonné quand Keïta dit il est un as en communication. Ce n'est pas parce qu'il connaît, c'est parce que Dieu a mis dedans. Alors, quand Dieu vous donne, glorifiez-vous, magnifiez Dieu, dansez et vantez les mérites de Dieu dans votre vie. La grâce de Dieu dans votre vie. Et personne au monde sur la terre des hommes ne pourra m'empêcher de me glorifier, de me vanter de la grâce que Dieu m'a faite. Personne au monde. Personne. Il vient de dire quelque chose. Et je vous en prie, parce que la suite de notre direct dépend de ça. La suite de ce que nous allons dire est liée intimement aux propos du président Félix Houphouët. Donc, je vais vous laisser écouter le président Houphouët. Je vais vous laisser être bercé par l'intelligence et la sagesse de cet homme d'État. Quand le criminel sanguinaire, voleur et assassin Alassane Ouattara veut ressembler à un président comme ça, j'ai dit le monde tourne en envers. Le monde tourne en envers. Il n'a rien. Je vous en prie. On va écouter Houphouët jusqu'à la fin. Et ensuite, je vais vous lire. Je vais vous lire. S'il y a des coupures, franchement, je ne maîtrise pas. C'est Keïta. Il ne faut pas oublier que Keïta, c'est Keïta qui fait son direct. Ce n'est pas n'importe qui. On a mis actuellement là tous les robots. On a activé tous les logiciels pour empêcher Keïta de faire son direct. Tu le sais, ce n'est pas aujourd'hui. Donc s'il y a des coupures, il faut te débrouiller comme ça, mon ami.
On va faire ça comme ça. Keïta le sait très bien. Parce que je vois les signaux ici sur mon écran. Mais je ne vais pas vous perturber avec ça. Donc, s'il vous plaît, ne perturbez pas le direct des gens. Hein? S'il y a des coupures, soyez patients, ça va revenir, ça va partir, ça va revenir. S'ils peuvent couper le direct, ils vont couper. Alors, comme ils n'ont pas envie de couper, ils vont décourager les gens. C'est leur technique. Alors, si vous n'êtes pas persévérant, si vous êtes défaitiste, ça ne va pas vous déconnecter, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre parce que ce que je vais dire, personne ne vous l'a dit. Personne. 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 Et c'est la première fois que vous allez l'entendre. Personne dans le monde. Je le dis, mais personne dans le monde. C'est la première fois. Donc, ce que je vais faire maintenant, personne, même pas dans une université, vous n'avez pas encore entendu ça. Mais si vous n'écoutez pas, si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas tolérant avec vous-même, avec Keïta, vous allez tout louper. Pendant ce temps, vous partagez et vous pompez le maximum de cœur. On va continuer. Attitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus. Qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde a des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, mais alors il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, cette lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusils. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matière première. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais On écoute, hein? même si elle avait des matières premières, la population est telle qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. On écoute le vieux. Victime aussi de l'exploitation du même groupe économique financier puissant, ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous resterons. L'Afrique n'a pas suffisamment prospecté. Mais on peut admettre sans craindre le moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour faire. Je m'arrête ici. Je m'arrête là. Maintenant, c'est pas fini, hein. C'est un direct d'anthologie. Donc, tous ceux qui regardent ce direct, faites tout enregistrer et puis garder. Ce direct, c'est un direct historique pour la postérité. Enregistrer et puis garder. Ce direct-là. Enregistrer et puis garder. Ne regardez pas seulement, hein. Partagez, oui, mais enregistrer. Et puis, chaque fois, revenez pour écouter ce que j'ai dit. Je n'ai pas fini. Le vieux, il a parlé ici. C'est pas fini. Il y a des éléments importants que vous devez savoir. On va rapidement. Maintenant, on revient ici. Écoutez, hein? On revient ici. Ce gars-là, oh là là. Il est 8h24. France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Et avec... Oh là là. On a un problème de connexion.
Léa Salamé, nous recevons celui qui fut chef d'état-major des armées de 2017 à 2021, aujourd'hui grand chancelier de la Légion d'honneur. Il publie Entre-guerres chez Gallimard. Il est le grand chancelier. Donc, c'est un officiel français en fonction. Donc, il ne dirait pas autre chose que ce que pense le président ou ce que pense l'élite politique française. On va l'écouter. Vous bloguez avec lui au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Je sais pas Général si... François Lecointre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ce micro. Votre livre est un récit autobiographique et ce qui marque d'abord, c'est la sobriété, la dignité dans la manière dont vous retracez votre parcours, de votre vocation pour l'armée, née dans l'enfance jusqu'à votre retraite, prise quelques mois avant le retour de la guerre en Europe. Ça, c'est pas trop, mais on va revenir rapidement. Je veux rapidement remonter sur ce général-là, je vous en prie, on a besoin. Il faut qu'on écoute ce qu'il a dit. Vous avez bien entendu la dernière fois quand je fais passer son interview qu'il a accordée au Figaro, où il a dit que s'il faut venir recoloniser l'Afrique, il faut revenir. Parce qu'ils n'ont rien. Alors, c'est en cela que le président français, Emmanuel Macron, le président français, Emmanuel Macron, il dit, je parle du président Macron, hein, on va continuer, il dit que, je vais vous faire écouter rapidement ce que le français, non, on va revenir à la France rapidement. Ok, voilà ce que le président français dit. Notre Europe est mortelle et elle peut mourir ou se retrouver reléguée, a mis en garde le jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron, dans un discours perçu comme son entrée en campagne pour les élections européennes. Nous devons être lucides aujourd'hui sur le fait que notre Europe est mortelle, elle peut mourir, a affirmé Macron. Cela dépend uniquement de nos choix, mais ces choix sont à faire maintenant, car l'horizon de la prochaine décennie, pour lui, le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué, a-t-il rajouté. Alors que son parti, qui apparaît très en difficulté face au Rassemblement national extrême droite de Marine Le Pen dans les sondages. Alors, Emmanuel Macron vient plaidant pour une capacité européenne de cyber... Bon, tout ça, ce sont des trucs. Mais ici, ce dont il est question, ils sont unanimes qu'ils n'ont pas les matières premières nécessaires pour faire tourner leurs entreprises en Europe. Et la sortie du général qui est aujourd'hui chancelier de l'ordre national, il dit, notre survie, Oufoué l'a dit, la survie de l'Europe dépend entièrement de l'Afrique. Donc, il dit, il y a une nuance. La survie de l'Europe, comment la survie de l'Europe peut dépendre de nous? On doit se poser cette question. Comment la survie de l'Europe peut dépendre de nous? Qu'est-ce que nous avons que l'Europe n'a pas? Ah, mais j'ai oublié, attention, aide au développement, c'est l'Europe qui parle d'aide au développement. Alors, votre survie dépend de quelqu'un. Et vous parlez d'aide au développement. Votre vie dépend de quelqu'un. Votre avenir, rappelez-vous ce jour-là, je vous ai décortiqué lorsque le général a dit notre destin commun. Je dis, quand il parle de destin, il parle du futur, il parle de l'avenir, il parle de la survie de la France et de l'Europe. Il dit, nous avons essayé d'entraîner les autres avec nous. C'est ce que le général a dit. Notre destin. Alors, quand on regarde en Afrique ce qui se passe, donc, le fait qu'aujourd'hui, chez nous, on se bat pour notre souveraineté. Le Mali se bat pour sa souveraineté. Le Burkina Faso se bat pour sa souveraineté.
le Niger se bat pour sa souveraineté, la France dit que c'est une mauvaise chose. Mais alors que la survie de la France dépend des matières premières. J'ai vu quelque part Bazoum, quand il était encore président, il dit que la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. C'est pour aider le Niger à sortir de la pauvreté que la France achète l'uranium du Niger. C'est ce que Bazoum a dit. Ça, c'est un président. Comment on peut être aussi complexé et colonisé jusqu'à la moelle? Vous croyez que c'est Bazoum seul? Non, c'est pas Bazoum seul. Alassane Ouattara est dedans. Patrice, la chaussure des talons, il est dedans. C'est maintenant que le président, le petit président tchadien, je ne sais pas trop s'il est en train de boire Koutoukou, la boisson des Ivoiriens, s'il est en train de boire Bandji, s'il est en train de boire le whisky ghanéen, c'est maintenant que le petit général, il commence à dire que non, il veut se défaire de l'emprise française. Parce qu'au Tchad, les gens ont commencé à manifester contre la présence américaine au Tchad. Donc, il dit qu'il faut renégocier il dit qu'il faut négocier et renégocier la présence des Américains au Tchad. Je plante le décor en même temps, on s'en va. Hein. Donc, Houphouët dit la survie de l'Europe dépend entièrement de l'Afrique. Le général, le comte ou bien quoi là, le maudit, il dit notre destin commun est menacé. Ces nouveaux dirigeants, ces militaires qui sont au pouvoir, la population qui les soutient, ce n'est pas bon pour nous. Il va falloir, dans 10, au maximum dans 10 ans, soit ils sont d'accord avec nous, soit on prend notre armée, on vient les recoloniser. Parce que sans eux, c'est fini pour nous. L'Amérique ne peut pas. L'Asie, Houphouët l'a dit, ne peut pas. L'Amérique latine ne peut pas. Il n'y a que l'Afrique seule qui, pour le moment même, est mal évaluée. Oui, je sais. Merci beaucoup pour le... Bon, lui, il a tellement mélangé ces temps-ci au Togo, j'ai pas envie de jeter l'huile sur le feu. Alors donc, est-ce que Assimi a écouté Houphouët? Je serais tenté de dire, oui, Assimi Goïta a écouté Houphouët. Je serais tenté de dire qu'il y a des Maliens dignes de ce nom qui ont dit à Assimi Goïta, le Mali a été sous-évalué. Il faut une nouvelle réévaluation des potentialités énergétiques souterraines du Mali. Raison pour laquelle le Mali a signé un protocole d'accord avec la Russie pour réévaluer, réexaminer le sous-sol minier malien. Et les informations qui sont en train de tomber dans les oreilles d'Assimi Goïta font que le président Assimi Goïta, il est émerveillé, il est dépassé par ce qu'on est en train de lui dire. C'est pourquoi le capitaine aussi a dit, il faut venir réinspecter le Burkina. Le Niger aussi dit, il faut venir réinspecter le Niger. On nous a menti. Ibrahim le dit tous les jours. On nous a fait croire qu'on est ceci, on est ceci, on est ceci, mais la réalité est loin de là. Donc, Houphouët dit, c'est l'Afrique seule qui pourra soutenir le développement, le mode de vie de l'Europe. Alors, quand ils disent, celui qui veut partir du franc CFA n'a qu'à partir, est-ce que vous avez écouté le discours de Houphouët? Est-ce que vous pensez réellement qu'ils sont prêts à laisser? Sinon, est-ce que c'est à la France de dire aux États africains, vous êtes libres de quitter le franc CFA? Cela démontre le paternalisme au paroxysme que nous n'avons aucune souveraineté monétaire. Du fait que c'est la France qui dit, celui qui veut partir, n'a qu'à partir. Mais pourquoi est-ce qu'un pays africain peut dire aux Européens, celui qui veut quitter l'euro n'a qu'à quitter l'euro? Parce que ça ne nous regarde pas.
Parce qu'on n'a aucun contrôle sur cette monnaie, l'euro. Mais pour que la France dise, celui qui veut partir n'a qu'à partir, c'est parce que la France a une maîtrise. La France a sa main. La France est impliquée dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, quand Houphouët dit, la survie de l'Europe dépend de l'Afrique, et on veut nous faire croire que nous sommes pauvres. Houphouët dit, au grand maximum, dans 20 ans, ce jour-là, on ne va plus vous vendre l'uranium à l'état brut, le bauxite à l'état brut, l'or à l'état brut. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas posé les premières pierres des usines qui vont transformer l'or? L'or ne sortira plus ni du Mali ni du Burkina brut. Le pétrole ne sort plus du Niger brut. Alors, est-ce que Houphouët a menti? Je vous ai dit que nous sommes dans une... Je ne sais pas comment vous le dites, mais en tout cas, le direct d'aujourd'hui, là, c'est anthologie. Hein. Ça va rester. Écoutez. Le général Doumbia, on peut se poser la question du colonel à général, ça, c'est pas mon problème. Mais est-ce que réellement le général joue son rôle de président en Guinée? La ville, c'est quoi? C'est Simandougou, mais quelque chose comme ça en Guinée. Quelqu'un m'écrive le nom, s'il vous plaît. Sinandou, mais Sinandou. Le projet Sinandou. Où il a tapé dur. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Le fer qui est là-bas n'a jamais été exploité. Houphouët, il a dit, ce sont des centaines d'années de réserve. Mais il dit non. Ça ne sortira pas brut de la Guinée. Ça sera transformé avant de sortir. Merci beaucoup. La mine de fer de Sinandou. Merci Bachili. Sinandou. Donc, le fer ne sortira plus à l'état brut, mais transformé et puis être vendu. Désormais, mais Houphouët, quand il parlait, Houphouët avait cette vision panafricaniste. Houphouët n'a pas parlé pour la Côte d'Ivoire. Houphouët a parlé pour l'Afrique. Parce que Houphouët savait qu'il ne lui restait plus grand-chose à vivre encore. Il était malade. Il avait reçu l'information selon laquelle il lui restait très peu de temps. Donc Houphouët s'est présenté ici comme un prophète. Pas un prophète de Dieu, mais un prophète politique. Il a annoncé des événements. Il savait qu'en agissant ici, il sera lâché. C'est après ça que Gbagbo Laurent, ils ont pu avoir ce qu'on appelle le multipartisme. Des comptes bancaires, des numéros de compte avec des milliards. Houphouët, ce jour, tout le monde a vu, Houphouët était très fâché. Et c'est après ça que ce petit voleur, voyou, criminel, assassin sans foi ni loi, Dramane est entré dans la politique ivoirienne. C'est ça que les gens ne voulaient pas que Houphouët fasse. Il l'a fait. Parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Il devait se racheter. Il devait se racheter. Parce qu'il sait qu'il a fait trop de passes à l'Occident. Et il était temps que l'Occident arrête de voler et de piller nos ressources. Il a dit, vous avez besoin de nous. Mais quand Houphouët dit, dans 20 ans tout au plus, Houphouët savait qu'il n'allait pas faire 20 ans. Même s'il faisait 20 ans, dans quelles conditions de vie serait Houphouët? Il ne serait même pas capable de tenir une cuillère entre les mains. Parce que quand il faisait ce discours-là, il avait déjà les 80 dépassés. Houphouët a prédit. Doumbia est en train de travailler dans ce que Houphouët a prédit. Assimi Goïta est en train de travailler dans ce que Houphouët a prédit. Le capitaine Traoré travaille dans ce que Houphouët a prédit. Le général Tchani travaille dans ce que Houphouët a prédit. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce criminel qui est au pouvoir à Abidjan? Non. Il n'a pas cette vision, il n'a pas cette philosophie, il n'a pas cette compréhension, il n'a pas cette idéologie.
il n'a pas cette capacité autant pour moi d'anticipation, de comprendre quelle sera la géopolitique dans 5-10 ans. Il ne peut pas tellement, il est concentré à voler. Donc, les choses élémentaires lui échappent. Merci, une sortie de confession. Oufoué a parlé. Aujourd'hui, le Mali se retrouve dans le discours d'Oufoué. Assimi Goïta, aucun politicien ne pouvait réaliser les vœux d'Oufoué. Personne, aucun politicien. Regardez ceux qui sont en train de réaliser ce qu'Oufoué a dit. Est-ce qu'il y a un politicien dedans? Non. Ils sont tous militaires. Mais Oufoué était un politicien. Waouh. Keïta, là, tu gâtes tout, là. Non, montrez-moi un seul politicien qui est en train de travailler avec la synergie d'Oufoué dans notre espace. Évidemment, quand vous allez au Rwanda, c'est totalement différent. Lui, c'est un rebelle. Quand vous allez en Ouganda ou bien où là, le gars là aussi, là, lui aussi, c'est un gars qui est arrivé au pouvoir. La plupart de tout ça. Égypte, là, c'est qui? Égypte, là, c'est un militaire. Le Maroc, là, c'est un roi. Regardez la Tunisie, regardez l'Algérie. L'Algérie, ce sont les militaires qui sont toujours à la manœuvre. Montrez-moi un pays qui est en train de se réaliser dans le rêve d'Oufoué s'il n'est pas militaire. Alors vous croyez que c'est pour rien que ce général français raté est sorti pour parler? Ah oui, parce qu'il sait. Ces militaires font de la récupération patriotique panafricaine. Oufoué a dit, attention, le jour viendra où votre survie dépendra de nous. Mais nous sommes patients. Faites en sorte que nous puissions garder une certaine harmonie dans nos relations diplomatiques. Aïe, aïe, aïe. Ils n'ont pas compris. Le raté de Macron, il croit que la grande gueule peut aider. Attendez, vous avez écouté Oufoué, j'ai pas fini. Je vais vous ramener encore à un autre niveau. Vous allez écouter ça. Vous avez besoin d'écouter ici. Je vais vous faire écouter quelque chose d'autre encore. C'est devenu le missile français incontournable des conflits actuels. Voilà. On va y regarder. On va suivre. Hein. Ne vous en faites pas, ça va venir. L'Aster est utilisé en mer Rouge par les frégates pour détruire des armes ou des drones lancés par les Houthis du Yémen. Écoutez bien. Hein. Ce système de défense aérien a aussi été donné à l'Ukraine pour protéger son ciel. Un missile de haute technologie que le ministre des Armées aimerait voir fabriquer et livrer plus vite. Écoutez Vous bien. avez vu les délais qui sont affichés. Les 200 missiles Aster ont été commandés par le ministère des Armées. J'en ai validé la commande en janvier 2023, il y a plus d'un an, avec des délais de livraison qui nous emmènent à fin 2025. Je reviens pas sur le nombre de missiles. Donc, Alassane Ouattara commande des hélicoptères, on lui dit dans 18 mois. Le ministre des Armées en France commande des missiles fin 2023, on lui dit c'est fin 2025 qu'il pourra avoir les missiles. Wow, wow, wow. Allah, vous commencez à comprendre la réalité. N'oubliez jamais que je vous ai fait écouter Oufoué. Donc chaque fois que je sors quelque chose, on peut appeler révélation, mais en tout cas quelque chose de poignant, dites, ah, attention, Keïta nous a fait écouter Oufoué. En quoi est-ce que le discours de Oufoué peut se retrouver dans ça? Je vous invite à écouter. La Marine nationale a tiré en mer Rouge en seulement quelques semaines, mais vous voyez bien que désormais on a un décalage entre la capacité à produire et à livrer et l'utilisation même de ces missiles. Un coup de pression à l'industriel MBDA. Écoutez, hein? Mais selon son président, ce n'est pas si simple. L'Aster nécessite près de 10 000 pièces et de la matière première que tout le monde s'arrache. Oh, écoutez, hein, ça On vient. a fait des stocks et on continue à faire des stocks à la fois de composants électroniques et de matières premières. De l'acier, beaucoup d'acier. Beaucoup d'acier, effectivement. Donc nous utilisons des aciers. Beaucoup d'acier. D'où viennent les aciers? Avec qui ils achètent les aciers? Qu'est-ce qu'on a décidé? Donc la France, quand la France fait la grande gueule, on va faire ça, on va faire ça, on va faire la guerre en Ukraine, on va faire ceci, on va faire cela. Mais quand vous écoutez, je vais vous laisser
vous pourrez, après le direct, vous écrivez « La France peut-elle passer à une économie de guerre ?» Ok? Vous allez voir l'intégralité, ça fait à peu près 10 minutes, 11 minutes. On n'a pas le temps. Mais ce que je voulais vous faire écouter, c'était la question de l'acier. Très spéciaux, on appelle ça des nuances d'acier. Et donc, par exemple, sur ces nuances d'acier, aujourd'hui, on a déjà fait un stock de 80 tonnes, alors que chaque année, on en utilise à peu près 4 ou 5. C'est pour vous donner une idée de l'anticipation que nous faisons. Le monde entier se réarme, la France se réveille. La France se Le pays ne réveille. fabriquait plus de poudre à canon depuis 2007. Alors la semaine dernière, Emmanuel Macron inaugure une future usine pour relocaliser sa production à Bergerac. Le monde dont nous parlons, il ne s'arrêtera pas si demain la guerre se termine. Parce qu'il y a un réarmement massif qui s'est opéré ces derniers temps de la Russie. Et parce que vous voyez partout en Europe les dépenses militaires, les commandes augmenter, et partout à travers le monde une géopolitique qui change. L'économie de guerre, le terme est martelé par le président depuis 2 ans. Les industriels mettent les bouchées doubles. Production triplée pour le désormais célèbre canon César. Augmentation aussi des obus. Écoutez, hein, Les commandes affluent. 6 milliards d'euros pour Thales et ses radars, 5 milliards pour Dassault, 4 milliards pour Naval Group, 3 milliards pour MBDA. mais tout cela, la matière première, là, ça vient d'où? Vous pensez que ça vient d'où? 90% de leurs besoins, de leurs matières premières, ça vient de l'Afrique. Alors donc, quand le général sort, il parle, il a eu une idée nette de la situation en France. Et nos militaires qui sont au pouvoir, désormais, on veut du gagnant-gagnant. On veut le respect réciproque. Oufo, il a dit, la survie de l'Europe dépend entièrement de nous. Mais à cela, il va falloir que on se respecte dans les négociations. Il dit, demain, s'il y a guerre, la guerre ne sera pas avec des armes, mais ce sera une guerre économique. La Russie est en train de gagner la guerre économique. La Chine est en train de gagner la guerre économique. C'est nous qui avons encore du mal à comprendre cette notion de guerre économique. En restant dans le CFA, est-ce qu'on peut mener une guerre économique? En restant dans le CFA, est-ce qu'on peut avoir une économie de guerre? Puisque celui qui contrôle notre monnaie, notre politique monétaire, notre stratégie monétaire, notre communication monétaire, c'est la France. Comment nous allons nous en sortir avec une économie de guerre si nous ne maîtrisons pas notre économie, notre monnaie? Donc, quand Oufoué parlait ici, c'était pas seulement au niveau des matières premières, mais Oufoué parlait aussi par rapport à la monnaie. C'est pourquoi il a dit, demain, s'il y a guerre, ce ne sera pas avec des armes, mais ce sera essentiellement sur le plan économique. Donc, Oufoué dit, tôt ou tard, nous allons sortir du franc CFA. Ce n'est pas Cheikh Oumar Keïta qui le dit, ce n'est pas Assimi Goïta qui le dit, ce n'est pas le capitaine qui le dit, ce n'est pas le général qui le dit. Oufoué avait prédit ça, que nous devons sortir de CFA si nous devons gagner la guerre économique un jour. Vous n'avez qu'à écouter avec intelligence les propos d'Oufoué. S'il y a guerre, ce sera essentiellement économique. Alors, comment nous allons mener une guerre économique quand nous ne maîtrisons pas notre monnaie? Répondez-moi, comment on peut faire ça? Je vous ai dit, le direct d'aujourd'hui, c'est un autre niveau, une autre dimension. Alors donc, la France a besoin de matières premières pour fabriquer des poudres à canon, pour fabriquer des armes, pour fabriquer des avions, pour fabriquer des missiles, pour fabriquer des bombes. Ça vient d'où? La vérité va sortir. La vérité va commencer à se manifester. Ça vient de chez nous. Alors nous disons, si tel est le cas, alors on doit parler de gagnant-gagnant. Pas de paternalisme, pas d'attitude irresponsable, pas de celui qui vient donner les ordres, pas de celui qui dit ceci. Alors si la CEDEAO veut engager une guerre, la France vous soutiendra. Mais voilà un idiot de président qui n'a pas compris encore que les données géopolitiques ont changé. Ce que nous sommes en train de réaliser, je vous ai dit une chose un jour. J'ai dit, le départ, j'ai dit non. L'avenir du monde est en train de se jouer dans le Sahel. Beaucoup de gens n'avaient pas compris ce que j'avais dit ce jour-là. Bathily, tu te rappelles, non?
quand je dis l'avenir du monde se joue dans le Sahel. Combien de personnes ont cru à ce que j'ai dit? Non, dites-moi, combien de personnes, la plupart de tous ceux qui étaient connectés ce jour-là, si on est peut-être seul une poignée, ceux qui croient réellement et ceux qui ont l'habitude de suivre Keïta, et quand il dit quelque chose, il faut faire très attention. Seulement ceux-là croyaient à ce que j'ai dit. La vérité, la voilà qui est sortie aujourd'hui. J'ai dit, à moins que je mens, si je ne mens pas et que j'ai dit quelque chose, ma parole ne sortira jamais de ma bouche et revenir sans produire des effets. Merci. Très peu. Très peu. Très peu n'y croyaient pas. Pardon, beaucoup n'y croyaient pas. Très peu croyaient. Très peu. Voilà la vérité ici. Ce n'est pas moi. Pourquoi le général dit il faut revenir en Afrique recoloniser? Parce qu'ils savent que l'enjeu, le devenir, c'est ici, dans le Sahel. Quand j'ai dit ça, il y a beaucoup qui n'ont pas dit, ah, ces gars-là, ils aiment se donner des... Ils aiment trop se donner trop de choses. Ce que j'ai dit, voilà, c'est ici. Donc, en réalité, l'avenir de l'Europe, ne regardez pas seulement nos jeunes frères qui tentent une aventure périleuse, ceux qui vont sur la Méditerranée dans l'intention de rentrer en Europe. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Il est important que quand vous n'avez pas confiance à vous-même, c'est là que vous voulez aller. Moi, je souhaite que Dieu donne une toute petite partie de Keïta, que Dieu donne une toute petite partie de Keïta à tous ceux qui veulent aller à l'aventure. Et que cette toute petite partie que Dieu va leur donner soit un atout important pour les dissuader d'aller en aventure. Parce que je ne vois pas d'avenir là-bas. Au nom de tout ce qui m'est cher, et Allah est témoin, je ne vois pas l'avenir là-bas. Ni en Europe, ni aux États-Unis. Je ne vois pas. Je vois chez nous ici la prospérité en abondance. Et vous croyez que vous allez chez eux là, eux ils se préparent pour venir ici. Ils disent sans nous, ils sont morts. Mais vous allez chercher quoi là-bas? Le désespoir, la pauvreté, les difficultés, l'humiliation. On veut aider la famille, on n'est pas en mesure de le faire. On veut soutenir le papa, on ne peut pas le faire. On est là, on n'arrive pas à jouer pleinement. Tout ça, Dieu le sait mieux que vous. Mais il ne vous a pas dit quand et comment il va agir dans votre vie. Maintenant, quand vous vous levez, vous partez, c'est comme si vous le défiez. Les plus perdants, eux, ils perdent la vie dans la Méditerranée. Les plus chanceux arrivent en Europe. Mais Dieu seul sait dans quelles conditions ils vivent. Et ceux qui sont arrêtés en Angleterre, le premier vol va quitter, je crois, c'est dans le mois de mai. Mai ou juin, je ne sais pas trop. Le premier vol des personnes, des clandestins qu'on a arrêtés en Angleterre, le premier vol, c'est dans 1 ou 2 mois pour le Rwanda. Ils seront tous rapatriés au Rwanda. Ils ont gagné la guerre juridique. L'État britannique a gagné. Ils sont allés au procès. Il y a eu des ONG des droits de l'homme qui ont porté plainte. Ils ont fait le débat, tout. Bon, finalement, ils ont gagné. Mais c'est Paul Kagame qui gagne parce que ce sont des milliards d'euros qu'on donne à Paul Kagame pour pouvoir recevoir ces gens-là chez lui. Donc, vous allez ici en Angleterre, si on vous attrape, vous êtes sans papier, dites-vous que vous serez, on va vous garder quelque part bien surveillé. Quand le jour de votre départ arrive, on vous met tous dans l'avion et puis on vous amène au Rwanda. Et bon, c'est pas mauvais parce qu'ils vont vous donner une formation et puis vous allez marier les belles Rwandaises, former une famille. Paul Kagame a besoin de population. Il y a pas, au moins, si vous rentrez dans un quartier et que vous prenez 100 personnes dans un quartier rwandais, sur les 100 personnes, il y a 5 hommes
Le reste, 95, là, ce sont des femmes. C'est ça le problème au Rwanda. Il n'y a pas de garçons. Tout est femme. Et Paul Kagame a besoin de garçons pour multiplier la production chez lui. Il veut augmenter. Il a besoin de ça. Donc, alors donc, quand vous regardez cette réalité chez nous, on se dit, attendez, ce que Oufoué a dit, et puis ce n'est même pas la Côte d'Ivoire, ce qui est paradoxal. Ce que Oufoué a dit, président ivoirien, le voleur, menteur président qui est sur la tête des Ivoiriens, criminel, il est incapable même d'accomplir le vœu d'Oufoué. Et c'est Assimi Goïta qui n'a jamais connu Oufoué, qui a accompli la volonté d'Oufoué. Ibrahim qui n'a jamais connu Oufoué, a accompli la volonté d'Oufoué. Le général qui n'a jamais parlé avec Oufoué, a accompli la volonté d'Oufoué. Doumbia a accompli la volonté d'Oufoué. Mais le président criminel ivoirien, il n'arrive pas à accomplir la volonté d'Oufoué. Oufoué a dit quoi? Le jour viendra où, quand vous aurez besoin de nos matières premières, ce n'est plus le brut, mais la matière première transformée. Et là, on va discuter d'égal à égal. C'est pas ce que le Mali fait, c'est pas ce que le Burkina fait, c'est pas ce que le Niger fait, c'est pas ce que la Guinée fait. La Côte d'Ivoire a fait ça? Non. Alors que les Ivoiriens ouvrent grandement leurs oreilles et qu'ils écoutent Keïta, vous pouvez tous écouter. Le truc d'Oufoué là, c'est partout. Hein. Le truc d'Oufoué, c'est partout. C'est partout. Vous pouvez aller écouter. La réalité, c'est quoi? Ce n'est pas que nous avons un problème. Non. Nous disons, il est temps d'amorcer le développement chez nous. Il est temps de commencer la transformation chez nous. Il est temps de discuter d'égal à égal. Il est temps d'arrêter ce paternalisme, cette attitude désinvolte, révoltante, répugnante, mais de parler de vive voix de façon réciproque. Et même la Chine aujourd'hui, la grande Chine, ne peut plus faire sa grande gueule en Guinée. Ils ont mis les Chinois au pas. Ou vous faites ce qu'on dit, ou vous foutez le camp. Et aujourd'hui, la Chine, comme elle veut être une puissance économique, elle veut avoir des partenaires partout, la Chine s'en fout. Vous dites aux Chinois de se coucher, vous allez marcher sur lui. Au nom de Dieu, le Chinois va se coucher, vous allez marcher. Mais parce qu'il voit quelque chose dont il a besoin. Parce qu'il sait que ce dont il a besoin aujourd'hui chez vous, là, demain, il sait comment il va vous la revendre, quand il va la transformer. On a compris. Ben alors, on veut nous faire la guerre. On ne va pas parler de guerre aujourd'hui. On parle de ce que l'Europe est en train de préparer. Alors, pourquoi ces tentatives ou ces coups d'État en préparation? Oui, maintenant vous allez comprendre pourquoi le décor a été planté. Pourquoi pensez-vous qu'il y aurait des coups d'État dans nos États? Ou, du moins, la France nourrit l'idée de coups d'État. La France a déjà réussi 2 coups d'État à son actif. Le premier coup d'État, c'est celui du Tchad, avec le fils de Dibi. Il a réussi ce tour de force pour s'assurer du maintien de ses soldats au Tchad. Au regard de ce qui s'est passé dans le Sahel, Mali, Burkina, Niger, la France a anticipé un véritable coup d'État en faisant elle-même son coup d'État au Gabon. Donc le coup d'État du Gabon, c'est le coup d'État de la France, tout le monde le sait. C'est pourquoi l'idiot président, quand il allait voir sa gueule le vendeur de drogue à Alassane Ouattara, il dit, lui, il veut faire tout pour que le Mali, le Niger, le Burkina retournent au sein de la CEDEAO. Mais un idiot putschiste qui n'a rien à voir avec la CEDEAO, Ouattara lui dit, parce que Ouattara a échoué avec Faure Gnassingbé. Je vous ai expliqué. Je dis, il a demandé à Faure Gnassingbé, et entre-temps, comme Assimi Goïta savait très bien que Ouattara allait passer par Faure Gnassingbé, le général savait que Ouattara allait passer par Faure Gnassingbé, le capitaine savait, donc tous ont envoyé un message à Faure Gnassingbé. Reste en dehors de ça. On t'a écouté, on t'a toujours respecté, mais reste en dehors de ça. Ce qui fait que quand Ouattara l'a appelé,
il est parti, mais il ne pouvait pas accomplir la mission pour laquelle il était appelé. Donc Ouattara appelle le président général vendeur de drogue du Gabon. Mais il est parti en Côte d'Ivoire pour deux raisons. La première raison, il est parti pour négocier, Alassane Ouattara l'a appelé, pour lui témoigner son soutien et le soutien de l'Europe. Il a fait croire au président que je suis écouté, il faut m'écouter. Chris Yapi, mon petit, tu es là, tu m'écoutes, non? Il faut aller faire enquête. Il dit au président gabonais, il faut m'écouter. Affaire de procès, vous voulez faire, affaire de Sylvia Bongo, Ali Bongo, il faut laisser ça petit. Hein? Prends ce que tu peux prendre, mange comme tu veux, tu vas rester au pouvoir autant que tu veux. Il n'y a rien. On te garantit le pouvoir. Tu restes là-bas tant que tu veux. Mais affaire de procès, il faut laisser. C'est la première raison pour laquelle Alassane l'a appelé. Parce que le nom de la femme d'Alassane Ouattara est cité dans l'affaire de Sylvia Bongo, Ali Bongo. Bien mal acquis. En France, Dominique Ouattara, son nom a été cité. Donc Ouattara ne veut pas. Alors comme il n'a pas réussi à fermer la bouche des juges français, il appelle le président gabonais et il lui dit, il faut arrêter le procès là tout de suite. Il faut plus aller, il faut laisser ça. Il dit, il faut laisser. Mais en même temps, il maquille l'arrivée du président gabonais comme quoi il est venu prendre conseil auprès de Ouattara et il fera son effort pour parler au président Assimi Goïta. Toi, idiot comme ça, Assimi va t'écouter. Toi, drogué, Assimi va t'écouter. Vendeur de drogue, Assimi va t'écouter. Nous, nos services de renseignement, ont fait un travail extraordinaire sur ce monsieur. Nos services de renseignement. Quand on a su que Ouattara l'a appelé là, nos services de renseignement ont fait un travail extraordinaire sur le monsieur. On sait qui il est, on connaît son passé. Donc, quand tu veux venir chez nous comme ça, on envoie un petit message pour dire, on connaît ce que tu fais, reste en dehors de ça. Depuis il a quitté Ouattara, vous avez entendu? Quand Ouattara appelle les gens pour dire, venez demander à Assimi, au capitaine, au général, de retourner la CEDEAO. Tout ce que Ouattara appelle, après il n'y a pas suite. Il ne peut pas avoir suite. Parce que tous ceux qui s'en vont, on a un dossier sur eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on n'a pas de problème. Mais en même temps, ce direct, c'est pour interpeller nos chefs d'État au sein de l'AES, du Sénégal et du Tchad. La Côte d'Ivoire, vous connaissez, c'est bouclé, calé, gérer la France. Donc ça, la Côte d'Ivoire, enfin le président Ouattara n'est pas intéressé par ce que je dis. C'est le président Diomaye Faye qu'il fasse très attention parce qu'il y a un coup d'État en préparation contre le pouvoir sénégalais. Je le répète. Keïta te sortait ça où? Bon, laissez Keïta mentir. C'est pas ça? Si c'est faux là, c'est Keïta qui sera humilié, non? Mais si c'est vrai, et puis vous n'avez pas écouté, bon, Keïta a dit pour lui, il y a un coup d'État en préparation. Et ce n'est pas un coup d'État, ils vont déposer. Le coup d'État a pour objectif de les liquider physiquement. Ousmane Sonko et Diomaye. Il y a des dossiers, la France ne voudrait pas que les deux la touchent à ça. Surtout Ousmane Sonko. Parce que le président Faye a pris un décret où il a donné plein pouvoir à... Moi, j'avais déjà dit ça. J'ai dit, le temps que la Constitution soit revisitée pour apporter les changements, parce que eux, ils veulent que désormais, que ce soit un pouvoir législatif, comme au Togo, comme en Turquie, comme en Angleterre, en Espagne, en Italie. Que le Premier ministre ait plus de pouvoir que le président. C'est sur ça qu'ils vont travailler, c'est le projet PASTEF. Mais avant que la Constitution ne soit modifiée, le président Diomaye Faye a pris un décret où il a donné plein pouvoir à chose comme on appelle. Il a légué, je ne sais pas comment vous le dites, mais une partie de ses prérogatives en tant que président, il les a transférées à Ousmane Sonko de faire son travail.
parce que les deux se connaissent. Bon, je commence à voir un peu clair dans... Sinon, son affaire de visite Mauritanie là m'avait vraiment énervé. Hein? Donc, il a donné plein pouvoir à Ousmane Sonko d'agir en tant que tel. Donc, ils ont anticipé ce que la Constitution prévoit. Il a pris un décret pour le faire. Ça aussi, la Constitution permet ça. Donc, on a peur. J'ai peur. Je n'ai pas de papo. Comme vous avez les gens disent, oh, je ne suis pas capable de quelqu'un, j'ai papo, cassement de papo. Keïta casse aucun papo, il n'a pas de papo. Keïta, Dieu l'amène à un niveau de réflexion où Keïta lui-même, par la grâce de Dieu, tire les conclusions. Et ces conclusions-là, rares sont les fois où Keïta s'est trompé. Bon, je ne sais même pas si c'est encore arrivé, mais je parle avec modestie. Il y a un coup d'État en préparation contre Ousmane Sonko et le président sénégalais. Au regard des dossiers qu'ils veulent toucher, les entreprises françaises sont prêtes à mettre l'argent sur table, corrompre des officiers de l'armée, les mêmes traites de maquis qui sont encore là. Merci, délégation de pouvoir. Merci à toi, mon frère, celui qui a écrit. Ton nom aussi en forêt, c'est Lou. Ok, c'est Lou. Je répète, Macky, les 12 ans de pouvoir, il a mis des gens, il a créé des officiers, des généraux, des colonels, tout ça. Et ceux-là restent fidèles à Macky. Leur carnet d'adresse là, Macky, il va passer ça. Vous croyez que l'Élysée n'a pas ça? L'Élysée a ça. Pourquoi croyez-vous que le chef du renseignement français, à quelques jours des élections, est allé rendre visite à Macky Sall? Il y a un plan B. Ousmane Sonko sait qu'il y a un plan B contre eux. C'est pourquoi ils sont en train de travailler rapidement pour positionner leurs hommes aux places qu'il faut pour ne pas être surpris. Il y a un plan B. Il y a un plan B. Et Alassane Ouattara est dans le plan B. Puisqu'il a financé à hauteur de combien? 4 milliards la campagne de ce criminel voleur qui était à la Mecque, là, le Amadou Ba ou quoi. Là. Il y a un plan B. C'est du plan B que je parle. Parce que le Sénégal veut revisiter. Vous croyez que c'est pour rien? Le chef de la diplomatie européenne est allé voir Diomaye Faye. Vous croyez que c'est pour rien? Et quelque chose m'a surpris. Ils ont tenu une conférence de presse conjointe. Moi, je m'attendais que c'est le président Diomaye qui parle de la question de la pêche. Mais j'ai été surpris que ce soit le gars là, comment il s'appelle? Le gars, l'Européen qui est parti là, le gars de, c'est pas cette commission européenne là, le gars qui est, et puis c'est lui qui dit, oui, on va discuter. Diomaye a dit qu'il faut renégocier les accords passés avec l'Union européenne. Et le gars a évoqué la question de la pêche. J'ai dit, waouh, Quand j'ai écouté la conférence de presse conjointe, j'ai dit, mais attention, attention. Diomaye n'a pas dit, pourquoi c'est lui qui dit ça? Donc ça veut dire qu'ils savent que le Sénégal va toucher à tous les dossiers. Et il y a des dossiers qu'ils ne veulent pas qu'ils touchent. Tout récemment, il y a quelque chose encore. Nous sommes encore dans la logique du feu boyer. Hein? Ne croyez pas, ce n'est pas une digression. Je vous ai dit qu'on va faire un direct d'anthologie. Et je vous ai dit, faites tout et enregistrer et puis garder. Donc, je continue. Je continue. Tout récemment, il y a une histoire de 450 et quelques milliards que Macky Sall a signé avec l'Arabie Saoudite à 6 jours des élections présidentielles. Pourquoi il a fait ça? Et un contrat qui est ambigu et flou, où le Sénégal est perdant. Donc Macky Sall a signé des contrats pour mettre l'État du Sénégal dans une position délicate et difficile. Il a attribué des passeports bêtement à tout le monde. Dieu merci, le président, il a pris un décret pour révoquer tout ça. Il y a des mairies encore qui se plaignent. Il y a des contrats de milliards, je crois, il y a un autre contrat de 6 milliards avec je ne sais pas quelle mairie. Donc Macky Sall a foutu le bordel
excusez-moi l'expression, toutes mes excuses, je ne vais pas vous choquer votre sensibilité. Macky Sall a foutu la merde et puis il est parti. L'objectif c'est quoi? Rappelez-vous, je vous l'ai dit. Je dis Macky Sall a fait tout ça dans l'intention de créer des vives tensions au Sénégal. Alors, quand nous revenons aujourd'hui et nous écoutons le président français qui dit que notre survie est menacée, un officiel français dit notre survie est menacée. Mais attention, le Sénégal veut renégocier tous les contrats passés avec la France et n'importe quelle autre entreprise. Attention, ça devient problématique. Le Tchad aussi est dans le viseur, puisque le Tchad veut renégocier la présence américaine et française sur son sol. Le contrat qui sont passés, il faut renégocier le contrat. Donc ce n'est pas seulement l'AES, ce n'est pas seulement Assimi Goïta, ce n'est pas seulement le capitaine Traoré, ce n'est pas seulement le général, mais c'est l'Afrique qui a en ébullition. Mais pour qu'on en arrive là, il a fallu un point de départ. Keïta l'a dit, l'AES sera le point de départ du bouleversement. Je dis, vous croyez que c'est l'Ukraine? Vous pouvez avoir raison. Vous croyez peut-être que ce sont les BRICS? Mais il y a longtemps, les BRICS existent. Il y a longtemps, il y a la guerre en Ukraine. Mais pourquoi subitement, l'AES met l'Europe tout entière en ébullition? Ça fait 2 ans que l'Europe soutient l'Ukraine. Ça fait 2 ans que Poutine bombarde jour et nuit l'Ukraine. Alors pourquoi ils sont paniqués? Pourquoi l'Union européenne s'est précipitée pour signer un accord de milliards et de milliards avec le Rwanda qui n'a aucune ressource en matière de richesse naturelle? Au lieu de le signer avec le Congo, Kinshasa, non. C'est avec qui? Et vous avez vu aussi qu'au Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, il dit désormais le pétrole congolais va plus sortir. Donc on transforme le pétrole congolais au Congo Brazzaville. Vous avez vu, j'ai suivi cette cérémonie-là en direct. Voilà la réalité. Et nous disons merci à Oufoué qui a anticipé, qui a été le prophète politique qui a annoncé le bouleversement. Et ce bouleversement, Dieu merci, prend forme et effet dans le Sahel. Il a fallu que nos États disent merde et non pour que on voit certaines réalités. Vous n'avez qu'à regarder la Guinée, même si on dit que le général colonel, mon frère Mangaché, même c'est un vrai manga, même si on dit qu'il vole, mais il faut reconnaître qu'il est en train de faire un travail extraordinaire. Il est en train de donner à la Guinée toute la gloire de la Guinée. On peut le haïr, on peut dire qu'il vole, on peut dire tout, mais aujourd'hui, il force de reconnaître qu'il est en train de faire un travail extraordinaire. On peut dire tout d'Assimi Goïta, on peut dire tout du capitaine, du général, mais force est de reconnaître qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire dans le Sahel. Lui, Michel, merci beaucoup les gars. La prise en compte de l'intellect, de la psychologie, la première victoire, le premier combat de la libération, elle est d'abord psychologique. Mais l'Europe de Macron veut nous faire croire qu'elle est matérielle. Alors que nos autorités, d'abord, ils se battent pour la décolonisation psychologique et morale. Ensuite, la prospérité matérielle. Alors, si vous avez la prospérité matérielle et vous n'êtes pas décomplexé, décolonisé, psychologiquement, moralement, ben, votre prospérité matérielle servira à zéro. C'est dès l'instant où vous prenez conscience de cette décolonisation psychologique et morale que le matériel vient après, mais pas avant. Alors, on veut nous amener à mettre le matériel en avant et la psychologie en arrière. Alors que l'homme est d'abord esprit avant d'être corps.
On a d'abord existé dans la préexistence en tant qu'entité spermatozoïde on n'est pas encore formé, entité spermatozoïde, mais pour que le spermatozoïde puisse entrer en contact, il faut d'abord que l'homme pense dans sa tête le désir d'aller avec son épouse. Si vous n'avez pas le désir d'aller avec elle, comment le spermatozoïde, lui, il va sortir? C'est le désir d'aller. Et s'il se trouve que la femme, elle a en période de fécondité, le spermatozoïde qui sort, la compétition commence. Le plus fort, le plus rapide arrive, l'ovulation, pap, c'est fini. Et l'enfant commence à se mettre en place. Mais d'abord, il y a eu ce qu'on appelle la préconception. L'esprit, le désir, l'envie. Hein? Donc, c'est la même chose. On nous dit, il faut que la chose soit... On n'a même pas pensé à la chose, on dit, voilà ça. C'est-à-dire, on veut faire de nous des esclaves matérialistes qui ne prennent pas en compte la réalité psychologique, la réalité spirituelle. Et quand c'est comme ça, subhanallah, vous êtes une arme contre vous-même. Quand c'est comme ça, vous devenez votre propre arme de destruction. Parce que le mental, la psychologie n'y est pas. Mais alors que quand vous avez ça, quelle que soit la situation qui se présente, vous prenez le temps de réfléchir, de raisonner et d'agir ensuite. Mais pas avant. C'est pourquoi nos présidents dans le Sahel travaillent d'abord sur l'esprit, sur la psychologie, sur la conception, et ensuite, on avance pour la réalisation de notre société d'harmonie. Parce que nous-mêmes, on aura pris décision, conception de la société, le modèle de société qu'on veut. Mais on veut nous amener une société rapatriée, une société projetée, une société d'ailleurs, on veut que nous, on se retrouve dans leur société. Ça ne pourra jamais marcher, voilà pourquoi il y a toujours eu échec. Vous avez compris les gars, ça c'est un autre niveau de Keïta que Dieu vous fait grâce aujourd'hui. Alors donc, Houphouët, merci du côté de la République centrafricaine, Houphouët avait une vision. Malheureusement, la vision d'Houphouët a été mal conçue, mal interprétée, mal comprise. Et Ouattara, qui devait être, si on s'en tient à ses propres propos, le dit héritier, mais il est l'incarnation du satanisme. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire en Côte d'Ivoire? Super endetté le pays. Depuis le jour où je disais que la Côte d'Ivoire frôlait les 30 000 milliards, c'est maintenant que les gens commencent à parler de ça. Mais moi, il y a 2 ans, 3 ans, je disais que la Côte d'Ivoire a déjà dépassé les 30 000 milliards. Alors aujourd'hui, nous, la question, nous, ce n'est pas un endettement frénétique. Non. Nous, on veut construire d'abord une société de nations, une société des peuples. On veut d'abord que nos peuples aient une base, une fondation psychologique solide. Demain, on n'est pas là. Ceux qui vont rester après nous auront déjà une fondation de base, capable de compétir avec n'importe quelle nation de ce monde. Mais si vous n'avez pas une base, la société que vous créez, elle sera détruite. Ce sera un château de cartes. Comme Dieu dit, construisez votre maison sur du roche, sur du solide. Si vous construisez votre maison sur du sable, moindre secousse, c'est terminé, la maison va s'écrouler. Nos dirigeants sont en train de construire une nation sur du solide. Pour construire sur du solide, il faut d'abord construire l'homme, la conception psychologique de l'homme. Il faut que l'homme arrive à se construire lui-même psychologiquement avant de se projeter dans la société qu'il veut.
Et c'est à ça que nous disons merci au président Koïta, merci au capitaine, merci au général. Et vous allez